Comment était la médecine avant le XXe siècle? La médecine avant le XXe siècle, c'était un enseignement empirique, fait essentiellement de compagnonnage, avec les médecins qui enseignaient aux autres ce qu'ils avaient plus ou moins su, plus ou moins découvert, et les méthodes étaient peu ou pas scientifiques, et le principe n'était pas de chercher à guérir et d'avoir une belle thérapeutique, mais chercher à soigner, selon le principe, comme ici on voit Ambroise Paré, je le pense et Dieu le guérit. Pourtant, ce qui a été amené par ces méthodes peu scientifiques a amené beaucoup à la médecine, et pendant des siècles, les médecins ont toujours été reconnus comme essayant de soigner, alors qu'il n'y avait pas ce diktat de la science derrière, et essayant de soigner. Et des choses extrêmement positives ont été amenées à la médecine, comme Ambroise Paré. Ambroise Paré a découvert qu'il valait mieux laver les plaies avec de l'eau que de mettre n'importe quel onguent dessus ou n'importe quelle pommade. C'était ce qui avait le plus efficace, et c'est toujours extrêmement valable aujourd'hui, et c'est un fait scientifique reconnu, et on peut peut-être l'analyser aujourd'hui de manière plus formelle, parce qu'on en élimine les bactéries, parce qu'il y a des données scientifiques qui sont derrière, mais lui, il avait découvert avant tout. Le XXe siècle, arrive la thérapeutique. Le médecin, d'un seul coup, découvre des moyens de guérir, d'abord de manière préventive avec l'époque pasteurienne, avec le vaccin et l'asepsie. Merveilleux, on se rend compte qu'il faut se laver les mains, on se rend compte qu'il faut pasteuriser, qu'il faut nettoyer, et d'un seul coup, le taux de guérison augmente dès qu'on franchit une plaie. Et puis arrive surtout cette révolution extraordinaire qu'est la pénicilline, avec Fleming, qui d'un seul coup permet aux médecins d'avoir des outils thérapeutiques, d'avoir des médicaments, d'avoir des produits qu'il va utiliser tous les jours pour essayer de guérir. De manière intéressante, ces deux grands personnages que je cite ici, aucun des deux n'est médecin. Pasteur n'était pas médecin, était chimiste de formation, et Fleming était pharmacien, et ces deux grands révolutionnaires de la médecine ont apporté beaucoup pour nous médecins, pour pouvoir, de manière scientifique, pour pouvoir essayer de progresser et de mettre à la portée de notre médecine de tous les jours la recherche scientifique. Alors qu'est-ce que la recherche scientifique qui s'applique aujourd'hui à la médecine? La recherche scientifique, c'est l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et développer des connaissances scientifiques. Mais c'est aussi, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, le cadre dans lequel ça se situe. La recherche scientifique n'est pas indépendante des moyens qu'on lui donne. Et là, d'emblée, on situe déjà le problème du conflit de la recherche scientifique en général, c'est que dès qu'on fait une recherche, eh bien, on est là derrière avec les moyens qu'on veut avoir, on veut démontrer qu'on a raison, et intrinsèquement, on crée un propre conflit à soi-même, même avec la meilleure volonté du monde, parce que on est là face à des moyens que l'on veut avoir et une reconnaissance que l'on veut avoir par rapport à cette recherche. La recherche médicale, elle est encore plus complexe parce qu'elle va s'adresser à un système qui est complexe, qui est l'homme, qui est un système complexe, et on distingue la recherche fondamentale de la recherche clinique. La recherche fondamentale, c'est comprendre le corps humain. Et là, c'est assez simple. Il est difficile de biaiser des recherches fondamentales sur la nature, l'anatomie du cubitus. C'est une recherche anatomique, formelle. L'anatomie du cubitus, c'est comme ça, vous le disséquez plusieurs fois, c'est toujours pareil. C'est lié à des sciences dures, la biologie, la biochimie, l'histologie, l'anatomie, la physiologie. Tout ça nous permet de connaître les mécanismes fondamentaux qui sont derrière. Mais ces mécanismes fondamentaux ne sont pas suffisants pour pouvoir réellement donner de la thérapeutique aux patients. Et d'un autre côté, on va ensuite développer la recherche clinique. À partir de ces données fondamentales, on va essayer d'étudier les maladies et les traitements. Et on va faire des études précliniques, avec des modèles biologiques, des tests in vivo, des tests in vitro, des tests sur l'animal, d'où une littérature profuse sur j'ai testé sur tant de souris, tant de ceci, et ça démontre que j'ai vrai. Oui, mais la souris n'a pas le même groupe HLA que l'homme. Alors j'ai testé sur le rat qui a tel truc. Oui, mais ça ne démontre pas que ceci. Et tout ça fait que ça va être un faisceau d'arguments scientifiques qui vont nous faire qu'on va ensuite développer l'étude clinique. Et là, ça devient encore plus complexe parce qu'on va rentrer d'un système simple. Système simple, on a étudié une structure de la cellule qui est déjà assez complexe, ou des réactions physiologiques, à un système complexe où on va s'adresser à un groupe d'humains sur lequel on va adresser une thérapeutique. Et il est bien évident qu'à ce moment-là, il y a
dans un système complexe, des tas d'éléments qui font qu'il peut y avoir des biais extrêmement variés, et ces biais sont la source de conflits majeurs. Alors, qu'est-ce qu'une étude clinique? C'est tout projet de recherche qui affecte de façon prospective des sujets humains, des groupes d'intervention et de comparaison, afin d'étudier la relation de cause à effet d'une thérapeutique. Et c'est là qu'est tout le problème aujourd'hui, c'est-à-dire on vous dit tel médicament, il est efficace, et puis 10 ans après, on vous dit, non, vous avez bien dit qu'il n'était pas efficace parce que l'étude Tartampion vous disait que c'était efficace, l'étude Tartemol vous disait que c'était pas efficace, et que c'est ça où est le problème aujourd'hui, de dire est-ce que l'expert avait raison, est-ce qu'il a falsifié ses données? Non, c'est plus complexe que ça. Le système est complexe de manière intrinsèque, et que même conduit de manière bien, on peut avoir des résultats discordants de plusieurs études. Comme il y a des résultats de niveau de plusieurs études, on va faire une classification de ces résultats que nous avons, qui est maintenant fixé par la Haute Autorité de la Santé, sur le concept qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves. On veut que ça soit formel, qu'il n'y ait pas de biais, que ça soit scientifique, et qu'on puisse donner les médicaments. Et puis on va dire qu'il y a des niveaux de preuves. Mais qui établit ces niveaux de preuves? Les experts qui vont dire, je pense que ça c'est plus ou moins de preuves importantes. Le niveau de preuve, niveau 1, c'est l'essai randomisé double aveugle. Vous prenez une population ici à gauche, la population ici à droite, ou au hasard je tire au sort, je vous donne là un médicament, là je ne vous donne pas, et je regarde si vous allez progresser et si vous allez être, si telle population va être plus guérie que l'autre. Et il faut des grands groupes pour avoir des tests statistiques significatifs. Et puis si on fait plusieurs analyses ensemble, ce qu'on appelle les méta-analyses, on va voir si tout ça confirme ce que nous savons. Et tout ça est fait par des scientifiques qui vont essayer de voir de manière le moins biaisée possible pour donner la valeur d'un médicament. Niveau 2, un essai comparatif, mais les groupes sont plus faibles. Parfois, c'est plus difficile. Niveau 3, c'est quelques cas. C'est des essais, on rapporte quelques cas dans la littérature. Niveau 4, c'est des biais importants parce que c'est difficile, parce qu'il y a des populations jeunes, des populations vieilles et on ne peut pas les comparer. Et puis, en absence d'études, on va faire appel aux experts. Quel est le consensus pour pouvoir dire qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça. Et tout ça va nous faire une médecine basée sur les preuves, et tout le monde pense que tout ça est très bien, qu'il n'y a pas de biais de cette médecine basée sur les preuves, où on formule une question clinique précise, avec un problème clinique posé, dont on pense qu'on l'a bien posé, mais souvent il est plus complexe qu'on ne le pensait. On recherche d'abord la littérature d'articles, et là déjà se pose des questions, quels articles on va choisir? Alors je viens de dire qu'on avait choisi les niveaux de preuves, et puis on fait ensuite une évaluation de cette validité, des résultats trouvés, de ces niveaux de preuves, et enfin, petit à petit, on va faire des nouvelles études, et puis on va dire, voilà les preuves que nous avons qu'il faut utiliser tel médicament, je suis l'expert, j'appelle ensuite des experts qui connaissent bien et qui vont dire auprès des hautes autorités que eh bien, c'est tel niveau de preuve et qu'il faut donc utiliser tel ou tel produit ou telle thérapeutique plutôt que tel autre. Et tout ça semble extrêmement bien ficelé. On se dit comment se fait-il qu'il y ait aujourd'hui des choses qui passent à la trappe. D'abord, le problème de la publication scientifique est intrinsèquement lié à un propre conflit. C'est-à-dire que toute personne qui veut progresser dans une carrière scientifique et dans une carrière médicale universitaire doit publier. C'est le principe du publish or perish. Si vous ne publiez pas, vous périssez et vous ne progresserez pas. Que ces publications sont jugées par des experts qui eux-mêmes doivent publier et qui, s'ils savent que l'autre a publié de choses différentes ou s'ils connaissent celui qui a publié, va publier de manière différente et tout ça est fait dans des revues scientifiques qui ont des experts qui vont lire les articles que vous envoyez. Donc vous envoyez un article d'une belle étude que vous avez faite, l'expert va le lire, mais s'il n'est pas tout à fait d'accord avec ceci, ou si ça ne convient pas, ou si lui-même a une étude qui est en cours, il aura plutôt tendance à vouloir freiner cette étude, et l'autre étude va apparaître. C'est un phénomène humain qui fait que les études scientifiques, même les milieux conduits, sont aussi, peuvent être biaisées au point de n'être plus valables au bout d'un certain temps. Il y a donc forcément un conflit d'intérêt dans le fait même que l'on fasse une publication scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un biais, mais il y a un conflit d'intérêt, car on a besoin de publier pour obtenir une reconnaissance. On n'a pas la publication scientifique en tant que telle a une valeur, mais nous on en a besoin pour obtenir une reconnaissance, une promotion, un poste pour être professeur d'université aujourd'hui,
Pour un jeune, il faut qu'il ait fait au moins 8 publications dans une revue de rang A, internationale, reconnue, et donc il va tout faire pour pouvoir publier, tout faire pour s'associer, et puis pour y aller le plus possible. Il y a besoin de publier pour obtenir des financements. C'est aussi vrai en France qu'aux États-Unis. Le système, c'est pour avoir les grants, c'est vous devez montrer le nombre de publications que vous avez fait, la valeur de ces publications, mais il y a aussi besoin de financement pour publier. Et c'est un cercle ensuite, on peut dire vertueux, ou qui peut être vertueux parce que ça pousse à rechercher, ça pousse vraiment à publier pour avoir les financements, mais c'est aussi un cercle vicieux parce que la recherche de la publication peut être liée uniquement au fait que j'ai besoin de publier et d'annoncer que je publie pour avoir ces financements derrière, pour tenir mon laboratoire, et qu'il y a potentiellement un conflit d'intérêts. Alors qu'est-ce qui peut pousser ensuite à faire une falsification scientifique ou une fraude scientifique? Le terme français n'est pas tout à fait adapté. Le terme américain le plus anglo-saxon plus adapté, c'est scientific malpractice, la mauvaise pratique scientifique. Le terme fraude ou falsification n'est pas tout à fait bon. C'est deux choses, c'est l'orgueil, la recherche de la gloire, et la cupidité, qui est la recherche de l'argent. Alors, en tant que chirurgien, je peux vous dire que j'ai un gros orgueil, j'ai un gros ego, je l'affirme, oui, je suis orgueilleux, et je dois vous avouer que quand je vois ma binette à la télévision, ça me plaît beaucoup, et bon, très bien. Il faut savoir relativiser un petit peu à ça. La cupidité, eh bien oui, j'ai une activité privée à l'hôpital, je le dis clairement, et quand un patient me paye bien, eh bien cette recherche de l'argent est aussi un conflit d'intérêt par rapport à mon activité de tous les jours. Il se trouve que l'un étant contradictoire par rapport à l'autre, parce que je suis plutôt célèbre pour la greffe de face qui me rapporte 0 centime, et je fais une chirurgie qui n'a aucune célébrité sur la reconstruction du sein ou autre chose, qui m'apporte de l'argent, et peut-être que ça fait un certain équilibre en grand, c'est que certains conflits d'intérêts sont plutôt adaptés. Mais tout ça pour dire que même un scientifique peut être amené intrinsèquement, parce qu'il doit rechercher la gloire, parce qu'il doit rechercher l'argent pour lui-même ou pour les autres, à avoir un conflit d'intérêts. Il faut regarder que même dans l'histoire des sciences, Mendel, qui a découvert les lois mendéliennes de la génétique, a falsifié ces données. Il ne les a pas falsifiées, il les a bien présentées. Car quand on regarde réellement ces publications initiales sur le poids ridé et le poids lisse, il n'est pas possible scientifiquement qu'avec un si petit nombre de poids, il ait pu déterminer réellement les lois mendéliennes. Il a eu une intuition géniale, il a pu plus ou moins le démontrer, et puis ensuite il l'a un petit peu amélioré. Et pourquoi? Quand même pour avoir une certaine célébrité, pour être là et être dans la communauté des scientifiques, et au final tout ça est positif, mais pour voir que même un grand comme Mendel a falsifié ça. Alors les experts ont forcément un avis subjectif, parce qu'un expert est celui qui connaît le sujet. Il connaît le sujet pourquoi? Alors avant, il connaissait le sujet parce qu'il était le grand patron de médecine ou de chirurgie, qu'il avait traité tant de malades et qu'il disait ça à ses élèves, je connais, etc. Maintenant, il est expert parce qu'il a connu toute la littérature, qu'il a lu toute la littérature, qu'il a publié sur le sujet. Mais il a un avis sur le sujet parce que lui-même a fait des travaux sur le sujet. Et que s'il a fait des travaux sur le sujet, s'il y a des nouveaux travaux qui arrivent et qui sont un petit peu différents, ça remet en question l'avis de l'expert. Donc l'expert se retrouve lui-même en conflit d'intérêts ou par rapport à ce qu'il doit juger comme étant des niveaux. Et donc, pour revenir à ces niveaux de preuve qui sont mis en avant en disant c'est des niveaux extrêmement clairs, on va dire il y a niveau 5 pour savoir si le médicament est efficace, niveau 1 pour s'il est efficace, mais si le 5 n'est pas efficace. Voilà un exemple de niveau 4. Niveau 4, peut-on marcher sur la Lune? Très peu de gens ont marché sur la Lune, c'est une série de cas, c'est donc un faible niveau de preuve, c'est un niveau C. Dans un niveau, si on parlait par une thérapeutique, un expert vous dirait ça n'a aucune valeur, ça a très peu de valeur, oui effectivement c'est fait, c'est très faible. Mieux que ça, le parachute. Il y a un article qui a été publié dans le British Medical Journal sur l'analyse de la littérature sur le parachute. Si j'étais un expert sur le parachute, je dirais il n'y a aucun essai randomisé en double aveugle sur le parachute. Vous auriez... il y a des gens qui ont sauté en parachute d'un avion et qui sont morts, et des gens qui ont sauté d'un avion sans parachute et qui ne sont pas morts. Il y a des gens qui rapportent que ça marche pas. Ce sont que des avis d'experts, et donc personne n'a jamais fait d'essai randomisé double aveugle. Ce qui prouve bien que ces effets scientifiques, pourtant
on ne va jamais faire un essai randomisé, enfin, il vaut mieux pas, d'un point de vue éthique, ça serait condamnable. Mais on voit bien là où est le problème, c'est que l'expertise qui vous paraît extrêmement scientifique, eh ben, elle n'est pas forcément nécessaire pour démontrer un fait et réciproquement. Et voilà le grand scandale du Mediator, où il y a eu des essais randomisés, et ces essais randomisés ont été bien faits. Il ne faut pas dire que forcément les experts ont falsifié leurs données, etc. C'est un essai randomisé, mais quelle était la valeur réellement du médicament, etc., etc. Donc on voit bien que sur des phénomènes très différents, ces niveaux que l'on nous met en avant sont conflictuels intrinsèquement avec l'analyse scientifique que l'on veut en faire, et ce n'est pas forcément la faute des experts ou la faute des conflits d'intérêts pécuniaires ou la faute des conflits d'intérêts d'orgueil qui fait qu'on a des erreurs qui arrivent comme ces scandales que nous avons aujourd'hui. Alors on parle aussi des experts et de l'industrie pharmaceutique. C'est un peu la tarte à la crème, c'est que forcément les experts, sous prétexte qu'ils travaillent avec l'industrie pharmaceutique, eh bien forcément ils sont en conflit d'intérêts, ils touchent de l'argent et donc ils disent des choses fausses. L'industrie pharmaceutique, c'est mon sentiment, est indispensable pour la recherche du médicament. Elle l'a toujours été, elle continue à l'être. Le but de l'industrie pharmaceutique est de faire consommer des produits qu'ils produisent. Bien évidemment, c'est une industrie, c'est assez clair. Les thérapeutiques qu'ils ont sont jugées par des critères d'évidence-based médecine et les critères sont jugés par les experts. Et bien évidemment, c'est une source qui est connue, c'est que les experts, c'est que l'industrie pharmaceutique cherche à favoriser les experts. D'où le problème d'intéressement. Mais il est vrai qu'à partir du moment où on essaye, ou en tant que praticien, on va essayer une nouvelle thérapeutique qui nous est donnée par l'industrie pharmaceutique, un produit, un médicament, eh bien, on est aussi lié à ce produit. Ça ne veut pas dire qu'on fait des choses fausses par rapport à eux. Le problème de cette évidence-based médecine, c'est qu'elle oublie une chose, c'est qu'elle est trop formée sur cet aspect de scientisme, je dirais même là, de l'aspect pervers de la science, et qu'elle oublie l'aspect intrinsèque de chaque patient qui est différent, et que si on traite de manière un peu plus hippocratique, de manière un peu plus proche chaque patient, et si chaque médecin le pensait, traitait correctement son patient, on n'aurait peut-être pas tous ces problèmes. Et quand on regarde d'un côté les données de la recherche qui sont données comme étant ce qu'il faut appliquer, il y a aussi l'avis du patient, il y a aussi l'expérience clinique. Mon avis sur l'affaire du Mediator, oui, il y a des affaires, on dit des conflits d'intérêts. Il y a aussi un phénomène très clair, c'est que les médecins ne sont pas allés au bout de cet aspect de la partie traiter le patient, de leur expérience clinique, et se sont laissés porter par cet aspect de donner de la recherche et de ce qu'on leur imposait. Et ça, c'est un problème, et qu'il faut savoir trouver cet équilibre entre les trois pour avoir une meilleure approche de la médecine. Alors comment est-ce qu'on peut aider les médecins à juger la valeur de l'expert? Car c'est là qu'il y a le problème. En tant que toi, l'expert, on ne va pas pouvoir les éliminer. Le groupe d'experts, il est lié, pieds et poings liés au fait qu'ils sont directement dans le produit qu'ils expertisent eux-mêmes. D'abord, il faut qu'il y ait une déclaration d'intérêt des experts auprès des agences, et c'est relativement récent, puisque moi j'ai été plusieurs fois expert auprès de l'HAS pour des produits, des pansements, des petites choses, des trucs, des produits. C'est relativement récent que l'HAS demande de remplir des documents sur les intérêts que l'on a, est-ce qu'on a des actions, alors que les Américains, ça fait plusieurs années, chaque fois qu'on va même présenter, chaque fois que je vais comme visiting professor, même pour parler de la greffe de visage où il n'y a pas vraiment un intérêt, on ne sait pas ce que ça pourrait apporter, je dois remplir un conflit d'intérêt, est-ce que je touche de l'argent de telle ou telle compagnie, qu'est-ce que ça représente. Il y a un autre aspect qui devrait être aussi important à mon sens et qui n'est pas fait, et je pense que ça devrait être inscrit dans la loi, c'est que ces déclarations d'intérêt direct ou indirect devraient être tous les ans, quand on est universitaire, on devrait le dire auprès de sa faculté. Et ce n'est pas uniquement vrai pour les médecins, ça devrait l'être aussi pour le droit, les économies, et tout ce qui est avec. L'exemple de l'économie, c'est qu'on sait très bien que la plupart des grands économistes d'Harvard reçoivent régulièrement de l'argent des grosses entreprises financières dans le monde pour être experts. Et si on dit, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de biais de leur pensée. Et alors qu'on fait la même chose en médecine, on dit c'est un scandale si on a touché 2000 €, alors que là-bas, c'est des sommes beaucoup plus importantes. Donc il faudrait que ça soit institutionnalisé, je pense, sur l'ensemble. Et puis les sociétés savantes, ça c'est sociétés savantes sont des sociétés privées, mais je crois que chaque société savante, société de chirurgie, de médecine, doit, avant toute communication, comme c'est le cas maintenant aux États-Unis,
est-ce que vous avez un disclosure, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer avant? I have no disclosure, où je suis. La première diapo, c'est la diapo de conflit d'intérêt. Oui, je suis conseiller à ça, je ne sais pas. Et ensuite, on fait sa communication, et comme ça, tout le monde voit cette clarté de manière plus simple. Et bien sûr, les experts sont rétribués, bien sûr, ils essayent d'être plus indépendants, mais comme je le disais tout à l'heure, l'orgueil et la cupidité est un mal humain, et que malheureusement, on aura beau faire tout ce qu'on peut, il y aura toujours des biais dans les experts.